À la une de l'actualité dans cette édition, 3e anniversaire des attentats terroristes sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Des attaques qui ont causé la mort d'une trentaine de personnes. Le Premier ministre dépose une gerbe de fleurs en leur mémoire et rend hommage à l'ensemble des victimes des attentats terroristes au Burkina Faso. Rappel des événements dès le début de ce journal. Laurent Gbagbo, acquitté et remis en liberté. La Cour pénale internationale a décidé de lever l'ensemble des charges qui pesaient sur l'ancien président ivoirien. Les juges ont ordonné ce matin la remise en liberté immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, tous deux poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Cela dit, c'est un douloureux événement commémoré ce jour au Burkina Faso. En effet, aujourd'hui, 15 janvier 2019, marque le 3e anniversaire des premiers attentats terroristes à Ouagadougou. Le premier acte de la journée, le chef du gouvernement burkinabé était très tôt ce matin sur l'avenue Kwame Nkrumah où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle des victimes des attaques terroristes du 15 janvier 2016. Paul Kabatiba s'est incliné pour saluer la mémoire des victimes de ces attentats ayant causé la mort d'une trentaine de personnes et de nombreux blessés. Occasion pour lui de rendre hommage à toutes les victimes des attaques terroristes au Burkina Faso. Les images sont rapportées par Daouda Ouattara et Vincent Kiendrebego. Il y a donc 3 ans, jour pour jour, des terroristes prenaient d'assaut l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou, faisant des victimes au cœur de la capitale burkinabé. 30 morts, plusieurs dizaines de blessés et d'énormes dégâts matériels. Un triste anniversaire au moment où les attaques terroristes sont toujours d'actualité au Burkina Faso. Un bref rappel des faits dans ce commentaire que nous propose Draman Dadian. 15 janvier 2016. Voilà, splendide en feu. Actuellement, ils sont à Cappuccino. L'horreur et l'effroi sur l'avenue Kwame Nkrumah, la plus belle de la capitale burkinabé. Ouagadougou subissait sa première attaque terroriste. L'hôtel Splendide, le restaurant Cappuccino et le maquis Taxi Brousse, la cible des assaillants. Une nuit d'angoisse pour les habitants de la capitale. L'assaut est lancé. Au finish, 3 terroristes tués. Ce fut un vendredi noir. 30 personnes ont perdu la vie, 70 blessés et d'énormes dégâts matériels. Une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. De douloureux souvenirs. On se rappelle également l'enlèvement ce même 15 janvier 2016 du couple Elliott Agibo. Et depuis ce jour fatidique, le Burkina ne cesse de pleurer ses morts. Une centaine d'attaques terroristes à ce jour, dont la 2e d'envergure sur l'avenue Kwame Nkrumah. C'était le 13 août 2017. Autre actualité, nous allons à Bobo-Dioulasso où une sensibilisation se mène auprès des épouses des corps habillés sur les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. Parce que la bataille qui est engagée est loin d'être gagnée au Burkina, des actions n'ont de cesse de se multiplier. Alors pour soutenir le gouvernement dans ses efforts, dernière initiative en date, le Gallo, ce groupe d'action et de lobbying amené par l'épouse du chef de l'État qui compte marquer des points évidents dans ce combat de longue haleine. Sika Kaboré veut donc pouvoir compter sur l'autre moitié du ciel pour relever le défi, d'où la rencontre d'informations ce lundi à Sia. On voit cela avec Drissa Traoré et Karim Sissi. Faso, c'est le rêve qui nourrit le Gallo, groupe d'action, de lobbying et de plaidoyer. Pour faire de ces rêves une réalité, le Gallo multiplie ses actions de sensibilisation et de plaidoyer sur le terrain. Et ce matin, Sika Kaboré et ses collaboratrices sont face aux femmes corps habillées de la ville de Bobo-Dioulasso. Nous considérons que, en tant que personnes habillées, elles ont une certaine autorité
à convaincre les populations de ne pas aller vers certaines pratiques. Et pour nous, il est bon de les documenter suffisamment pour qu'au moment où elles communiquent avec les populations, elles ont de la matière pour pouvoir leur expliquer en quoi ces pratiques ne sont pas bonnes pour la santé des femmes et des enfants. Selon des données statistiques de 2010, la prévalence des mutilations génitales féminines dans les hauts bassins est de 21,5% contre une moyenne nationale de 13,3% pour les enfants dont l'âge est compris entre 0 et 14 ans. Et une femme sur 10 est mariée au Faso avant l'âge de 15 ans. Une prévalence élevée face à laquelle l'engagement des femmes corps habillées est attendu. Nous nous engageons pour pouvoir lutter contre les mutilations génitales féminines afin de garantir une vie épanouie des femmes dans les foyers. Afin de permettre à toutes les participantes d'en savoir davantage sur le groupe d'action, de lobbying et de plaidoyer, une projection vidéo a été faite. Voilà des femmes corps habillées qui peuvent jouer efficacement leur partition, en tout cas dans cette lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Et nous restons dans le même registre où les militaires radiés, eux, souhaitent une issue définitive à leur sort et cela le plus vite possible. Une situation qui, selon eux, n'a que trop duré. Ils ont laissé entendre que le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, le HCRUN, aurait déjà formulé des propositions qui pourraient permettre au gouvernement de régler le problème. Le point est fait aux journalistes en présence de Amado Ilboudo et Haruna Mari. Radiés de 2011 demandent au gouvernement le dénouement heureux de leur dossier. Un cri de cœur qu'ils ont lancé à cette énième conférence de presse. Pour les radiés de 2011, le dossier qui devait connaître une issue en Conseil des ministres est subitement bloqué. Selon les informations que nous avons, c'est depuis le 15 novembre 2008 que le HCRUN devait mettre à la disposition du gouvernement un document finalisé pour examen et adopté en Conseil des ministres. Mais aujourd'hui, pas de suite et aucune information irrelative. Face à une telle situation, nous demandons aux autorités de rester dans la bonne disposition qui a caractérisé l'avancement de notre dossier jusqu'à ce stade. Pour les militaires radiés, les travaux du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ont permis de dégager des pistes de solutions consensuelles, des propositions dont l'examen par le gouvernement donnera encore plus de crédit au HCRUN. En tout état de cause, nous demandons seulement de nous situer sur notre sort s'il n'y a plus de solution, ce qui voudrait dire que les propositions du HCRUN que le gouvernement lui-même a trouvées intéressantes ont été juste rangées dans les tiroirs et que cette importante institution n'est plus crédible aux yeux de nos autorités. Nous voulons qu'on nous dise la vérité et non nous abandonner dans l'incertitude. Les militaires radiés sollicitent surtout l'intervention du chef de l'État pour régler leur sort. Au nom de la réconciliation nationale, le HCRUN avait proposé, entre autres, le reversement de quelques 700 militaires et policiers radiés à la fonction publique. Mais ils ne devraient plus exercer dans les ministères comme ceux de la défense et de la sécurité. Et l'atmosphère qui n'est guère meilleure au sein du syndicat des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie. Là aussi, c'est une longue liste de difficultés qui est égrenée à la presse. Des difficultés présentées comme étant un frein à l'exercice des activités dans ce secteur et auxquelles le syndicat sollicite des réponses auprès des autorités compétentes dans le sens d'une amélioration des conditions de fonctionnement. Roger Kamzali, ça s'en faut pour les précisions. Manque d'équipement, manque d'infrastructures, manque d'armes. C'est un tableau sombre de ces conditions de travail que le syndicat des travailleurs du ministère de l'Environnement dépeint ici face à la presse. Et le syndicat de s'insurger contre ce manque qui ne permet pas aux forestiers d'être efficaces dans un contexte sécuritaire d'aujourd'hui. C'est un syndicat aussi qui n'est pas du tout d'accord avec la gestion de la question environnementale et aussi des ressources naturelles. Il y a un certain nombre de situations que les agents des eaux et forêts et ceux de l'environnement vivent au niveau de leur département qui nécessitent aujourd'hui que nous prenions l'opinion publique en témoin.
et que nous interpellons nos autorités, en tout cas, à prendre en tout cas en compte les préoccupations des agents du ministère de l'Environnement. Au niveau des questions de sécurité, qui est très important, c'est que jusqu'à présent, nous disposons de très peu de moyens de travail sur le terrain. Cette conférence de presse marque aussi le début de la mise en œuvre des décisions de la rencontre du syndicat tenue le 4 janvier dernier. Le syndicat des agents du ministère de l'Environnement envisage aussi d'autres actions pour se faire entendre et exiger du gouvernement à travers le ministère de l'économie verte la satisfaction de sa plateforme revendicative, seul gage pour une amélioration des conditions de travail de tous les forestiers. Et en santé animale, les experts plutôt des laboratoires de production, de diagnostic et de contrôle des vaccins vétérinaires des pays membres du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel sont en concertation à Ouagadougou. Objectif, faire le point des capacités de production et de fourniture de vaccins de qualité. C'est la lutte contre les maladies animales qui gagne en efficacité. Yacouba Gamene, Estelle, Judith Assogba. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Burkina Faso sont les pays où l'élevage est pratiqué par plus de la moitié de leur population. C'est un secteur qui constitue la richesse principale de ces pays. Malheureusement, il est confronté à de multiples contraintes, dont les maladies comme la pneumonie contagieuse bovine, la peste des ruminants et la fièvre aftueuse, pour ne citer que celle-ci. Les hauts cadres des laboratoires de production, de diagnostic et de contrôle des vaccins vétérinaires de ces différents pays sont à Ouagadougou pour travailler en synergie afin de barrer la route à ces pathologies animales. La lutte contre les maladies animales impose d'avoir un système de diagnostic bien opérationnel dans les pays et des laboratoires de production de vaccins de qualité et de quantité pour pouvoir faire face effectivement à ces maladies. L'ensemble des problématiques liées au diagnostic, à la production des vaccins et au suivi des activités en santé animale au niveau de ces 6 pays seront soumis à l'expertise de ces participants en vue de leur amélioration. Nous allons examiner en profondeur toutes les activités de diagnostic au niveau de tous les pays. Quelles sont les compétences qui existent, quels sont les équipements qui existent, quels sont les personnels qui sont dédiés à ces activités, quels sont les budgets qui sont dédiés effectivement par ces activités au niveau de chacun pays. Nous allons faire à peu près la même chose au niveau de la production des vaccins. Mais nous allons voir également les contrôles qui sont mis en place pour assurer la qualité effectivement de ces vaccins qui vont être mis à la disposition effectivement de nos éleveurs. Les résultats de la réunion de concertation de Ouagadougou sont donc vivement attendus par les populations des 6 pays membres du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS. Actualité hors de chez nous, la nouvelle est tombée ce matin aux environs de 10h heure GMT. Laurent Koudou Gbagbo, ancien président ivoirien, est acquitté des crimes contre l'humanité et remis en liberté. La Cour pénale internationale a levé l'ensemble des charges qui pesaient sur lui. La CPI décide donc l'acquittement immédiat de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudi. Mais cet ordre de mise en liberté est suspendu jusqu'à demain en attendant si le procureur ferait appel. Au Sénégal, Karim Wade et Khalifa Sall, eux, sont recalés de la course à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce lundi leur dossier de candidature. Motif invoqué, les déboires judiciaires des 2 figures de l'opposition politique sénégalaise. Ils ont 48 heures pour déposer leur ultime recours. Les 5 candidats encore en liste pour l'élection sont Macky Sall, Idrissa Seck, El Hadji Issa Sall, Ousmane Sanko et Madické Niang. La liste définitive des candidats sera publiée par le Conseil constitutionnel dimanche prochain au plus tard. C'est officiel, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ne participera pas à la présidentielle au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a publié ce lundi la liste des candidats retenus pour le scrutin du 24 février. Sans surprise, les 7 sages ont retenu le nom du président sortant Macky Sall et écarté la candidature du socialiste dissident.
Autre personnalité d'importance exclue de la liste des candidats à la présidentielle sénégalaise, Karim Wade, ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Tout comme l'ancien maire de Dakar, M. Wade a recueilli le nombre de parrainages requis, mais les deux hommes sont frappés par des condamnations judiciaires. Outre la candidature du président sortant, le Conseil constitutionnel a cependant validé les dossiers du député de l'opposition Ousmane Sonko, de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, de l'ancien ministre de la Justice Madi Kenyan, ainsi que celui de l'universitaire El Hadi Issa Sall. Le Conseil doit encore statuer le 20 janvier sur les éventuelles réclamations des candidats avant de publier la liste définitive. Et justement, le rejet des candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall intrigue les quotidiens burkinabés, une décision qui met à mal la démocratie au Sénégal, jadis considérée comme le phare de la démocratie. En Afrique francophone, Aimé Solange Digma signe la revue de presse. Présidentiel au Sénégal, Karim Wade et Khalifa Sall recalés, indique Sidoya. Ainsi en ont décidé les 7 sages qui ont rejeté hier leur dossier de candidature, explique le pays. Ces 2 hommes ont été recalés à cause de leur déboire judiciaire, poursuit ce journal. Le Conseil constitutionnel confirme donc le 4 contre 1 et la sécheresse démocratique, souligne aujourd'hui au Faso, qui note par ailleurs que c'est une première au Sénégal que la justice soit utilisée pour écarter de façon grossière des candidats sérieux aux compétitions pour la présidence. Ce qui est tout de même surprenant d'après l'observateur Palga dans ce pays de la Teranga, jadis considéré comme le phare de la démocratie, en tout cas en Afrique francophone. Maintenant que les 2 éléphants de la faune politique sénégalaise sont disqualifiés, c'est un boulevard qui s'ouvre au président sortant face à 4 challengers qui sont loin d'être des foudres de guerre, soutient l'Obs. Ainsi va la politique en Afrique, martèle le pays où lorgner le fauteuil du chef est un péché qui vaut le cachot. Et les exemples sont si légion qu'à vouloir les citer exhaustivement, on finira par perdre haleine, conclut ce journal. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.